Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous au cœur de l'actualité de ce dimanche. Fini le travail à distance. Après une période de continuité pédagogique perturbée, les cours reprennent ce lundi en présentiel pour 50 000 élèves polynésiens. Dernier moment de détente et dernier préparatif avant la reprise. Nous irons à la rencontre de Cécilia et Clara. Précaution sanitaire oblige à Huahine. À la veille de la rentrée scolaire, le vaccinodrome de la place de Fare devient centre de dépistage. Les élèves qui doivent rejoindre Rayatea ou Tahiti devront présenter un test négatif ou un certificat de vaccination pour pouvoir prendre l'avion. Focus ce soir sur l'oxymètre, ce petit appareil très utile pour surveiller son taux d'oxygène est vendu en pharmacie. Un indicateur indispensable pour les patients atteints de Covid. Seul bémol, son tarif qui varie entre 5 000 et 8 000 francs est loin d'être accessible à toutes les bourses. À Moorea, les prestataires touristiques sont inquiets. Le déconfinement partiel ne fait pas l'unanimité car les meilleurs chiffres d'affaires se font le week-end et la visibilité est insuffisante. Certaines entreprises de l'île Sœur pourraient ne pas survivre dans ce contexte incertain. Elle est restée longtemps à l'écart de l'influence européenne. Maupiti, île sauvage et authentique, est au cœur de notre séquence Fénois d'avant. En 1994, les touristes appréciaient déjà l'artisanat et les pilons emblématiques de cette perle des îles sous le vent. Pas moins de 50 000 élèves polynésiens reprennent demain les cours. Le travail à distance est terminé. Pas de stress pour Cécilia et sa sœur Lara. Elles sont fin prêtes pour la rentrée et n'hésitent pas à se détendre avant l'effort, comme l'ont constaté Ismaël Tahiata et Marcel Bonneau. La ring light est en place, quelques petits réglages et c'est parti pour un TikTok. Je fais beaucoup de TikTok pour ma communauté et ça m'a aidé à être plus avec eux. Un peu l'école, un peu TikTok, ça fait du bien aussi de s'évader avec TikTok, avec des musiques et tout. C'est super. Pendant ce temps, maman prépare le poulet épicé à la façon de son pays d'origine, le Paraguay. J'ai préparé ça depuis hier soir. J'ai laissé bien se reposer et puis là, on va mettre au four, accompagné de pommes de terre à la vapeur et une salade pour que ce soit un peu équilibré. Voilà. Et demain, c'est la rentrée. Donc, on appréhende un petit peu, moi en tant que maman, et puis les enfants aussi, je pense. Avec plus de 32 000 followers, Cécilia a de quoi garder la pêche. Une énergie qui lui permet aisément de concilier divertissement et études. On a eu beaucoup de devoirs, mais on a tous rendu, la classe a tout rendu. Et j'ai hâte de la rentrée pour qu'on connaisse bien nos camarades, nos professeurs, parce qu'on ne les a pas du tout vus encore. Cécilia, elle, est à l'ICEP et Lara, sa petite sœur, au lycée Diadème. Le travail à distance en période de confinement a plutôt bien fonctionné. Casanière, Lara se voit bien encore au lit quelques jours de plus. Je pense que c'est un peu trop précipité. J'aurais aimé que la rentrée soit un peu plus décalée. Mais bon, c'est pas nous qui choisissons, donc si j'étais pas en première et qu'il n'y avait pas le bac de français à la fin d'année, je ne serais pas allée à la rentrée. Mais là, je suis obligée. Le poulet, c'est maman, mais la salade, c'est les filles. Même si elles sont déjà vaccinées, mamie Maria ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour elles. Il fait attention avec le coronavirus, hein? Vaccination. OK. Comme Lara et Cécilia, près de 50 000 élèves reprendront le chemin de l'école demain matin. Bon appétit et bonne rentrée pour demain. Oui, bonne rentrée à vous surtout, bon courage. Direction Huayne, à présent où tous les vendredis, un vaccinodrome est mis en place sur la place la plus fréquentée de Fare. Mais cette semaine, exceptionnellement, il s'agissait plutôt de dépister en vue de la réouverture des établissements scolaires. Inacio Raveino, Patrick Tinting. C'est un public assez inhabituel pour un vaccinodrome. Après l'annonce de l'ouverture des établissements scolaires, une campagne de test des élèves de Huahine a été mise en place pour que ceux-ci puissent joindre Rayatea ou encore Tahiti. On n'est pas obligation de venir se dépister pour avoir un papier pour qu'on peut prendre l'avion pour retourner à l'école. Et ce qui est désormais considéré comme une formalité par ces élèves revêt un caractère particulier pour ces parents venus accompagner leurs enfants.
Des préoccupations toujours sanitaires, mais beaucoup moins ciblées. C'est l'endroit que je regarde. Est-ce qu'on a nettoyé cet endroit-là? Parce qu'il y a les sans-abri qui traînent là, qui pissent là. Ce que j'ai entendu ici, c'est que si on est négatif ici, on va quand même nous poser la question si on veut se faire vacciner. Et moi, j'ai pas envie de me faire vacciner, donc du coup, j'ai pas envie d'aller aujourd'hui. Et c'est donc le rôle qu'a bien voulu endosser la directrice du dispensaire de Huahine, Lydienne Guyenne. Elle va à la rencontre de ces familles pour leur expliquer les avantages et autres inconvénients de la vaccination. Nous voulons profiter évidemment de tous ces enfants qui ont quand même décidé de venir au vaccinodrome parce qu'ils avaient lu notre annonce pour leur proposer de leur faire le test et que si le test est négatif, de les vacciner. Et ils sont donc dans cette démarche de réflexion, maintenant qu'on leur a bien expliqué, pour décider avec les parents ce qu'ils feront. Une décision que près de 40% de la population de Huahine a déjà prise. Pour rappel, l'objectif du pays est d'atteindre un taux de vaccination d'au moins 70% pour toute la Polynésie. Oui, et pour en savoir plus sur cette reprise, sachez que l'invité café de la matinale radio de lundi est Christelle Lehartel. La ministre de l'Éducation fera le point sur la rentrée post-confinement. Rendez-vous est pris au micro d'Ibrahim Ahmed Azi à 7h12, très précisément. Le docteur Jean-Paul Théron, médecin référent du centre Manouiti de Paea et partisan des traitements à base d'ivermectine ou d'hydroxychloroquine, aurait été placé en garde à vue jeudi dans la journée. Selon nos confrères de la Dépêche qui publient l'information, le médecin aurait blessé l'huissier venu à son domicile lui signifier le dépôt d'une plainte du pays instruite par le Conseil de l'Ordre des médecins. Jean-Paul Théron évoque aujourd'hui une fausse agression et entend porter l'affaire devant la justice. Il le confirme par téléphone à Teupo Fatupua Avae. Ce qui me rend triste, c'est qu'un magistrat de la République s'autorise à interrompre ou à faire interrompre un médecin qui gère à peu près 80 urgences par jour, H24, et il le sait, il contrevient à une loi fondamentale qu'il connaît parfaitement. Et donc s'il persiste, il sera poursuivi intuitu personae et j'irai en cour de cassation pour qu'il soit sanctionné. Je l'ai fait savoir à un officier de gendarmerie, une dame ce matin, que s'il persistait à venir investiguer mon domicile privé en présence de gens sous oxygène et dans des situations d'urgence vitale, elle aussi et ses collaborateurs gendarmes seraient poursuivis. S'il y a lieu de répondre à une fausse agression contre un huissier qui a violé 3 lois fondamentales de la République en se présentant à mon domicile en pleine consultation urgente, en situation d'assistance à personne en grave danger à 19h, c'est-à-dire hors des heures légales, je préfère être à ma place qu'à celle de ce procureur de la République qui persiste à venir interrompre mes consultations et à mettre des gens en danger. Il comprendra le message. Jean-Paul Théron a par ailleurs reçu la visite des gendarmes aujourd'hui à son domicile. Une affaire donc à suivre. La vague de Covid meurtrière qui a frappé la Polynésie ce mois d'août a vu bon nombre de patients arriver directement en unité de réanimation. En cause, la baisse du taux d'oxygène dans le sang. Il existe pourtant un bon moyen de surveiller ce niveau, l'oxymètre, un petit appareil vendu en pharmacie, mais son tarif, qui varie entre 5 000 et 8 000 francs, est loin d'être accessible à toutes les bourses. Le reportage de Mereini Gamblin et Patita Savea. Dans cet outil, la vie des malades touchés par le Covid. Maeva en est un exemple vivant. Il y a 15 jours, il indiquait 80, un taux d'oxygène bien inférieur à la moyenne estimée entre 95 et 99. À 48 ans, elle est en convalescence sous 6 litres d'oxygène. Cet oxymètre l'a sauvée. Je sais comment c'est un thermomètre, mais pour le truc, non, je viens de l'apprendre quand il l'avait mis sur mon doigt. Comme elle, une partie des Polynésiens ne connaît pas cet appareil. Chez moi, il n'y a pas ça, parce que là, je ne connais pas ce que c'est un oxymètre. Ils ont découvert ça avec le Covid, heureusement, parce que la publicité a commencé à se faire par le bouche à oreille et sur les réseaux sociaux. Une publicité qui réjouit les pharmaciens, totalement libres d'appliquer leur prix. Pourtant très utile dans la prévention de la maladie, l'oxymètre n'est pas un produit de première nécessité. À charge pour le consommateur de faire plusieurs commerces, de se faire son idée, de comparer, et c'est ce que la DGAE invite à faire les consommateurs régulièrement quand ils viennent, c'est de leur dire comparer les prix, parce qu'effectivement, d'un magasin à l'autre, les prix peuvent varier, parfois considérablement. Pour certains, les valeurs morales s'appliquent. Cette pharmacienne a décidé de revoir son prix à la baisse.
J'ai décidé de baisser parce que je pense que cet outil devient obligatoire pour soigner les pathologies de la Covid. Disons que c'est un indicateur. Il revient aujourd'hui au gouvernement de classer ou non ces produits devenus vitaux pour les Polynésiens dans la liste des PPN, les produits de première nécessité. Et l'on parle tourisme avec cette montée au créneau des prestataires de l'île Sœur. L'annonce du déconfinement partiel ne fait pas l'unanimité à Mohorea. Une mesure jugée inadaptée au contexte économique actuel car c'est le week-end que se font les affaires les plus juteuses. Rohan Potoru, Sandroli. Cela fait presque un mois déjà que l'activité professionnelle de Rico est à l'arrêt. Ses locations de voitures, de bus et de bateaux d'excursion ne tournent plus comme auparavant. Une situation critique qui risque de ne pas s'arranger avec le déconfinement partiel annoncé. Au moins que le gouvernement peut nous aider, s'il peut repousser au moins à 7h ou 8h du soir. Là, ça nous arrange beaucoup. C'est le jour, c'est le week-end qu'on mange beaucoup le plus. Combien en chiffre d'affaires je te donne seulement un exemple. Pour la semaine de 3 tours on fait par semaine pour le moto-picnic, on n'a pas plus que 30-40 personnes. Le week-end, je peux te dire entre 100 à 200 personnes, uniquement le week-end, les 2 jours. Pour Eifara, c'est le même constat. Confiner le week-end ne favorise aucunement les affaires. Le manque à gagner est très important, soit 80% du chiffre d'affaires. On ne peut rien prévoir avec ça. On peut pas, les gens qui n'osent pas appeler pour nous demander de faire une activité parce qu'ils peuvent pas, ils savent pas s'ils vont pouvoir être rentrés à temps, s'ils vont tout ça. Donc c'est dommage d'ouvrir juste comme ça. Autant ouvrir pour le tourisme et voilà. De l'avis des prestataires, si les mesures des autorités ne changent pas en matière de déconfinement, il est certain que beaucoup d'entreprises fermeront leurs portes dès demain. Soulagement par contre pour la compagnie Aranui qui peut désormais reprendre ses croisières. Une reprise progressive mais réversible selon l'évolution de la situation sanitaire. À bord, le personnel est vacciné et les gestes barrières respectés. Les prestataires marquisiens, eux, s'adaptent. Explication Heyari Tayata et Hirotero Rotua. Dans les mains de Romina, un précieux sésame. C'est une dérogation permettant à la compagnie de reprendre enfin ses croisières, une autorisation toutefois progressive, mais aussi réversible en fonction de la situation sanitaire. Nous dépendons donc des instances du pays, de l'État, et je pense que si le confinement a bien marché, s'il y a eu une massive vaccination, les gens se sont protégés, je pense que c'est très positif pour tout le monde. Outre les indicateurs, un protocole strict est aussi exigé, mais sur ce point, la compagnie est sereine. Elle a déjà pris de nombreuses précautions. Les voyageurs, le personnel doit être vacciné. Voilà. Et la distanciation physique-sociale doit être respectée à bord. Toujours le masque, le gel, la prise de température tous les matins. Du côté de Uapo, cette reprise sonne comme une très bonne nouvelle pour les artisans comme pour les élus. Depuis le premier confinement, Clyde a dû s'adapter et travaille aujourd'hui uniquement sur commande. Des clients m'envoient des MP, puis ils me commandent leurs pièces. S'ils veulent des boucles d'oreilles, je fabrique des boucles d'oreilles, que ce soit des colliers. Voilà. Et puis là, avec les commandes, je suis vraiment full jusqu'en février 2022. Mais d'autres comme Cédric continuent à tenir un stand et l'absence de touristes sur l'île est pour eux un véritable souci. C'est dur pour moi, pour mon artisanat. Là, j'en ai fait, le stock, mais il n'y a pas de touristes. L'arrivée du Aranui a toujours été bénéfique pour les marquises, un moyen sûr pour les artisans d'écouler leurs produits, mais aussi de partager leur savoir-faire et leurs coutumes. On a de l'argent qui tourne à l'intérieur de l'île. Mais maintenant, avec la remise en place de ces croisières, mais ça apportera un nouveau dans l'économie des marquises. Le Aranui est actuellement en déplacement aux marquises pour un convoi de marchandises. À son retour, il se préparera à accueillir à nouveau ses chers voyageurs. Départ prévu le 7 octobre prochain.
Oui, la compagnie Aranui qui propose une vingtaine de croisières par an en temps normal. Aux Australes, l'île de Reivave a le vent en poupe. Les prestataires du tourisme sont full depuis le mois de juillet et les pensions de famille affichent complet. Une aubaine pour les artisans qui n'hésitent pas à proposer leurs produits aux touristes. Reportage signé Théophane Territoua sur des images d'Arthur Thierry. Ce ne sont ni les premiers ni les derniers à séjourner sur l'île de Reivave. La plupart d'entre eux sont des touristes métropolitains. Une aubaine pour Eleanor White, gérante d'une pension de famille. C'est très bien pour nous dans les côtés pension famille. Il n'y a pas autant comme avant, mais il y en a toujours. Et chaque vol, il y a des invités qui viennent. Et la plupart, ce sont des Français qui viennent tout à fait de France et qui cherchent des endroits libres. Tout est bien organisé pour accueillir les nouveaux venus. Ils peuvent aller au moto, aller faire la randonnée, faire le tour de l'île en vélo, pourvu qu'ils n'ont pas beaucoup de contact avec la population. Et s'ils vont visiter l'artisanat, tout ça, les lieux, alors ils portent le masque. À l'aérodrome, on est aussi occupé. Ces artisans profitent de l'occasion pour exposer leurs produits. Notre artisanat, ça marche bien. Parce qu'eux, ils achètent beaucoup de choses avant de repartir. Et c'est pas comme avant. Avant, il y a moins de touristes et tu vois, l'artisanat ne marche pas tellement. Mais là, ça va. Hein, on ne peut pas dire. Et en plus, ils sont là des fois pour une semaine et tout. Et ça circule, hein, mais ça va bien. Avec l'annulation des expositions du Salon des Australes à Tahiti, certains artisans n'ont pas d'autre choix que d'exposer leurs chefs-d'œuvre chez eux. En ce moment, ce n'est pas facile pour nous. Les autres années, c'était un peu mieux. Les touristes étaient plus nombreux et ils achetaient nos produits. Mais avec l'arrivée du Covid, rares sont ceux qui achètent nos sculptures aujourd'hui. Le tourisme local et international est l'une des principales activités de l'île. Selon les derniers chiffres donnés par l'Institut de la statistique de la Polynésie française, depuis le mois de juillet, ce sont 14 300 touristes qui ont voyagé en Polynésie. L'art moderne et les œuvres de Paul Gauguin au cœur d'une exposition exceptionnelle qui ouvre ses portes ces jours-ci à Paris. Des tableaux jamais vus, ou presque, en France, dont 10 toiles de Gauguin qui n'étaient jamais sorties de Russie. Présentées au sein de la fondation Louis Vuitton, elle retrace l'œuvre polynésienne de l'artiste. Visite guidée signée Jean-Michel Mazerolle et Emmanuel Morel. Un hommage aux collectionneurs pour mieux célébrer après les peintres et leurs œuvres. C'est toute l'ambition de cette exposition consacrée aux frères Morozov, Mikhail et Ivan, deux des grands collectionneurs moscovites du début du XXe siècle. 200 des quelques centaines d'œuvres qu'ils ont entreposées chez eux sont de retour en France. Gauguin, justement, une dizaine de tableaux de l'artiste mort en 1903 aux îles Marquises sont exposés ici dans cette salle qui lui est entièrement consacrée. Et toutes ces œuvres quasiment jamais vues en France, sauf Café à Arles, ont été peintes à la fin de sa vie en Polynésie, telles Tetiare Farani, Les Fleurs de France, Nave Nave Moe, Eau Délicieuse ou encore Euae Rioe, Où vas-tu ? Morozov, il cherchait vraiment l'art. Il cherchait la manière dont Gauguin travaillait la couleur. Aujourd'hui, on est tellement habitué à ce genre de couleurs hyper fortes. Pour l'époque, c'était très osé, c'était très fort. Et lui, il a vu la nouvelle peinture, mais qui s'accrochait à la tradition. Seuls 10 des 13 tableaux de Paul Gauguin réunis par les frères Morozov sont présentés ici au grand public. Mais quels tableaux ? On est toujours dans un dialogue magique, sacré, avec la nature. Et ce tableau absolument incroyable, le Grand Bouddha, où on voit les sculptures maoris, les vaïnés, avec la scène chrétienne, eh bien Gauguin veut renvoyer à la paix des dieux, où tous ces dieux archaïques et plus modernes arriveraient à trouver un terrain d'entente et à permettre que le paradis puisse enfin être sur Terre. Donc la Polynésie est vraiment là. La collection Morozov, l'une des plus belles collections du monde en matière de peinture contemporaine, est visible à la fondation Louis Vuitton jusqu'au 22 février 2022.
Une exposition à ne manquer sous aucun prétexte, car tous ces tableaux seront ensuite définitivement répartis entre les musées Pouchkine de Moscou et celui de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et comme tous les dimanches, petit voyage dans le temps sur une île sauvage préservée de la modernité. En 1994, Maupiti était déjà apprécié des touristes pour son authenticité et ses fameux pilons. Notre série Fénois d'avant est signée ce soir Stella Taharoamea et Ange Di Maria. Découverte en 1722, l'île de Maupiti est restée longtemps à l'écart de l'influence européenne. Aujourd'hui, c'est une île dont la spécificité se fait apprécier. Elle est visitée chaque année. Le tourisme en pension familiale se développe grâce à l'existence d'une liaison aérienne avec ses îles proches. Les 963 habitants de cette île vivent de la culture de la pastèque, de la pêche et de la récolte du copra. Depuis quelques années, la perliculture est devenue une des premières ressources de l'île. Mopelia, un atoll voisin, ayant été consacré à cette activité. Maupiti est réputé pour sa fabrication de pilons. Cet outil sert à réduire en pâte la pulpe de fruits ou des tubercules comestibles. Des pilons en corail pour les atolls, tandis que dans les îles hautes, les pilons sont en général en basalte. Jadis, la fabrication de ces objets représentait une passion pour les ancêtres. Une tradition qui se perd car seule une minorité en assure encore aujourd'hui sa pérennité. Fabriquer des pilons, c'est vraiment fabuleux comme travail. Nos ancêtres le faisaient de bon cœur. Si nous avons de la volonté, nous pouvons en faire autant. Mais si la volonté n'y est pas, ça ne vaut pas la peine. Le pilon a connu une évolution dans ses formes. Son volume est lié au umete, récipient à piler. Ceux-ci sont de véritables œuvres d'art, un travail d'artiste qui demande patience et imagination. Il y a différents types de umete. Celui-ci est en forme de poisson, l'autre en forme de marmite. J'ai même taillé une chaise en pierre. Pour terminer, je les polis avec les fruits de bancoulier et ensuite je les essuie. Maupiti, appelé aussi Mauroa, exprime sa fierté par son art et sa culture. Dans toute sa splendeur, Maupiti reste une île sauvage. Elle ne connaît pas encore les aléas de la modernité. La belle époque. Ce journal touche à sa fin. Je vous en rappelle la principale information. Fini le travail à distance. Après une période de continuité pédagogique perturbée, les cours reprennent ce lundi en présentiel pour 50 000 élèves polynésiens. Dernier moment de détente et dernier préparatif avant la reprise pour 2 étudiantes de Pirée. Et la semaine qui arrive nous promet un déconfinement partiel avec la reprise des cours à partir de lundi. Les parlementaires feront leur rentrée jeudi avec l'ouverture de la session budgétaire. À noter jeudi également un colloque sur la terre en Polynésie. Programme très anglo-saxon ce soir sur notre antenne avec le film américain Creed 2, suivi de la série anglaise The Bay. Et les titres de la presse écrite demain, La Dépêche, titre sur les 8 malades Covid évacués vers Paris avec cette fameuse mission Manuea. Demain, nouveau jour, nouvelle actualité et une semi-liberté retrouvée. Profitez-en bien. Avant de se quitter, un coup d'œil aérien sur les Australes et la magnifique île de Raivave. Très bonne soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.